Ciao! On a 2 jours de repos pour notre volontariat, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pour 2 jours de repos, nous on s'est dit que c'était pas mal de faire 2 heures de train et de passer 48 heures pour découvrir Rome. On est parti très tôt ce matin, on a fait une petite liste, mais avant de commencer la visite, on va prendre un petit déjeuner. On reste français. On profite de notre petit déj pour établir quelques itinéraires possibles parce que, comme tu peux le voir, il y a tous ces petits points bleus. C'est des choses qu'on aimerait faire en 48 heures à Rome. Du coup, il faut qu'on s'organise un petit peu, mais je pense que c'est pas impossible. On va bien marcher. Dès nos premiers pas dans la capitale, on décide de marcher en direction de 2 villas reconnues, la Villa Médici et la Villa Borghese. Placés sur les hauteurs de la ville, cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur Rome. Cette ville est exactement comme nous l'avons imaginé, haute en couleurs et si riche. On profite d'une météo plus clémente que prévu pour se balader dans le parc de la Villa Borghese, un endroit lui aussi fort en patrimoine, avec de nombreuses statues et temples. C'est aussi l'endroit parfait pour notre hobby favori, observer les toutous. C'est l'heure du brunch. Ouais, on s'est levé très tôt ce matin, donc on commençait à avoir bien faim. Donc on s'est dit qu'on allait s'offrir un petit repas avec un peu de sucré, cappuccino, macchiato et une pizza rossa. Donc c'est tout simplement une pizza avec que de la sauce tomate, c'est très simple. Et toi c'est des toasts fromage, Ouais, mozza, salade, tomate. mozza. Très simple, voilà. C'est juste pour attendre le midi. Et tout ça dans un cadre assez chouette. Oui, on a même des pizzas de Led Zeppelin, une guitare de Led Zeppelin et d'autres groupes, et un piano bar. Je pense que le soir, ça doit être un coin un peu sympa. Ouais. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas grand monde parce qu'il est tôt. Bon appétit! Bon appétito! Bienvenue en enfer. Ah oui, là c'est l'enfer pour nous. La fontaine est très très belle, mais on va vraiment pas rester longtemps. On connaît tous la légende autour de la fontaine de Trévi, qui vient en fait d'un film qui date des années 50 qui s'appelle La Fontaine aux Amours. Et depuis cette époque, la légende veut que tu jettes une pièce en fermant les yeux d'eau à la fontaine, dans l'eau, et ça te porte bonheur, ton vœu peut s'éclosser, etc. Il faut savoir que de façon plus pragmatique, jeter des pièces dans la fontaine, ça rapporte beaucoup d'argent. En moyenne, la ville de Rome ramasse 26 000 € par semaine, donc ça fait plusieurs millions d'euros chaque année récoltés dans la fontaine. Et à chaque fois, la ville de Rome les donne à des associations, ou alors ça part pour la conservation du patrimoine de la ville. Donc, en soi, c'est un beau geste de jeter sa pièce quand même. Je pense qu'on va remplacer ça par le Van Gogh, par ça. C'est la bonne taille. Voilà. Parfait pour toi. Parfait pour moi, hein. Bah là, tout confort. En vrai, je suis même pas sûr que je rentre dedans. Je suis pas sûre. C'est tellement drôle que si on regarde dans le véhicule, c'est pas un volant, c'est un guidon de scooter. Ça a 3 roues. Je sais pas si on pourrait.
Les road trips sur les toutes petites rues d'Italie. Parfait. Avec les jambes dehors quoi. Oui, comme pour les motos, pour saluer les gens, on sort la jambe. Alors là, on se trouve devant un lieu un petit peu méconnu de Rome. En fait, c'est l'ancien temple d'Adrien, ce qu'il en reste du moins. Et Adrien qui c'était un empereur romain et c'est le premier à avoir stoppé l'expansion de Rome pour essayer de créer une administration dans Rome et en faire en fait ce qu'on en connaît aujourd'hui et d'avoir toutes ces mémoires-là, toute cette historique qui nous est restée jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un personnage assez important pour l'histoire de Rome. Alors au détour de quelques petites rues où on est passé, on est arrivé sur la place d'Espagne où se trouve l'ambassade d'Espagne, dite de Rome en tout cas. Et en fait c'est une des ambassades les plus anciennes du monde, elle a tout juste 400 ans, donc ils lui ont mis une petite déco un petit peu originale. C'est assez atypique de tomber là-dessus par hasard. Ce qui est vraiment fou, on trouve à Rome, et en même temps on s'y attendait un petit peu, on n'est pas déçus, c'est que on se balade complètement au hasard dans les rues et à chaque coin de rue on tombe sur du patrimoine. Donc là en l'occurrence on est devant des ruines. On pense à un ancien temple de Minerve qui date de l'époque de l'empereur Dominicien. Ouais. De ce qu'on a lu et regardé. Et en fait c'est fou parce que c'est juste... il reste ces ruines là et genre il y a rien. Si on n'avait pas Google, oui. Genre c'est normal quoi, Ouais. il y a ces ruines au milieu de la ville et c'est un patrimoine de ouf, mais c'est normal que ce soit là. C'est ça qu'on aime bien pour le moment dans Rome, c'est la densité culture. En fait de cette histoire et des monuments qui restent. Ouais. Et en fait l'accessibilité aussi assez facile à ces monuments là. Vu qu'en fait il y en a plein, il n'y a pas tant de monde par monument et donc on peut prendre un petit peu le temps de les observer. Magari trarrà per i piedi poca acqua, ma di fatto c'è anche l'acqua. La même porte que dans le van. Le plus beau vestige de l'Antiquité romaine est sans doute le Panthéon. Ce temple a si peu souffert qu'il nous apparaît comme surgissant directement de l'époque romaine. C'est ainsi que Stendhal décrit le monument dans ses promenades dans Rome. Ce qui est vrai et faux à la fois, avec tout le respect qu'on lui doit. Sa première construction date de 27 avant Jésus-Christ, mais de nombreux dégâts viendront endommager l'édifice. Comme un violent incendie en 110 qui obligera à reconstruire la quasi-entièreté du lieu. Il a été construit au 1er siècle comme un lieu de culte païen, dédié à tous les dieux, mais qui fut très vite reconverti en basilique chrétienne. Premier temple païen converti, c'est néanmoins ce qui lui a sûrement permis d'éviter sa destruction durant le Moyen-Âge, et ainsi d'arriver intact jusqu'à nous. Alors c'est l'heure de manger pour la deuxième fois à Rome. Oui. Et on mange quoi exactement? Des petites pizzas. Et en fait ce qui est trop cool c'est qu'elles sont faites artisanalement comme des pizzas normales. Donc elles sont toutes petites, ce qui permet de goûter plein de goûts. Et ça, on aime bien. Voilà, c'est vraiment toutes petites, donc ça coûte 3 fois rien, c'est genre 2 € la pizza. Ouais. Et elles sont faites avec des pâtes bio, des ingrédients locaux. Et végétarienne. Bon appétit.
deuxième journée qui démarre pour nous. Et oui. Deuxième et dernière d'ailleurs. Et du coup, on est bien motivés. On va marcher jusqu'au Vatican pour voir un petit peu comment c'est là-haut. Et on a une petite heure de marche. Et oui, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire d'ailleurs quand on est dans des grandes villes comme ça. C'est pas du tout prendre les transports en commun et quasiment tout faire à pied. Ouais. Ça nous permet en fait de déjà voir les petites rues qu'on ne trouverait pas habituellement et de tomber parfois par hasard sur des monuments qui n'étaient pas dans la liste qu'on avait sélectionnée à la base. Comme celui-là. Voilà. On fonce vers le Vatican. Il ne devrait pas y avoir trop de monde vu qu'on est encore tôt le matin. Ouais, on s'est exprès levé tôt pour essayer d'éviter la foule touristique parce que on la déteste, même si on en fait partie. Oui. C'est parti. Ici, c'est le monument à Victor Emmanuel II, le premier roi italien. D'ailleurs, ces derniers le nomment plutôt Altara de la Patria, soit l'autel de la patrie. Nous sommes tombés parfaitement par hasard dessus au détour d'une rue, et impossible de rater un édifice aussi imposant. Il trône sur la Piazza Venezia et commémore l'unification de l'Italie en 1861. Sa couleur éblouissante est due à l'utilisation du marbre blanc, et sa forme colossale nous impressionne énormément. Et bah, nous voilà au Vatican. Et oui. Dans un autre pays finalement. Et oui, un pays en plus, hein, ça compte dans la liste. Je sais pas si on mettra le drapeau du Vatican sur le van. Et en plus c'est drôle, ils sont en train d'installer les décorations pour Noël, donc il y a un arbre géant qui est en train d'être suspendu. Le sapin est en train d'être installé. Bon, du coup on a une grosse grue dans le champ, mais on a quand même une très belle éclaircie au moins, donc c'est déjà le principal. Ouais, il fait très beau, très bon et c'est hyper impressionnant. C'est un peu Disneyland. Oui, c'est clairement Disneyland. Mais en termes d'architecture, c'est quand même... C'est dingue, ouais. Le nombre de colonnes, la taille. Ça va être grandement déformé avec notre grand angle, mais tu peux voir, c'est assez incroyable. C'est assez balèze. L'entrée, du coup, pour visiter tout l'intérieur du Vatican, la chapelle Sixtine, etc., c'est 20 €. Nous, on va se contenter de visiter la place, qui est déjà en soi assez belle. Il y a déjà assez de très belles choses à prendre en vidéo et à voir. Oui. Donc on va juste se contenter de ça. C'est un peu le truc de parfois d'être un peu pris par le temps, c'est que vu qu'on a que 2 jours, on peut pas tout regarder. Oui, il y a beaucoup de musées aussi qu'on aurait eu envie de voir ou de faire. Mais... Voilà. C'est déjà bien. Créé en 1929 suite aux accords du Latran, le Vatican est aujourd'hui le plus petit, mais aussi le plus riche État du monde. Et cela est visible dès l'avenue qui mène au Grand Palais. L'histoire entre Rome et le Vatican est étroitement liée, car jusqu'en 1870, Rome était la capitale des États pontificaux. C'est donc en toute logique que le Vatican a pris place au cœur de l'Italie. Et cet endroit, en dehors de toute croyance, est absolument incroyable par son architecture et la multiplicité de cultures présentes ici. Franchement, c'est vrai que c'est ultra impressionnant parce qu'on voit de toutes les cultures, de toutes les origines, les gens viennent ici pour se rassembler. Et j'ai presque envie de dire que la foi, c'est presque une autre histoire encore, chacun là ou là pas. Mais c'est assez impressionnant de se dire que l'humain, par foi, est capable de construire tout ça et de se réunir et de faire tout ce genre de trucs. C'est vraiment impressionnant. Alors là on se trouve devant le château Saint-Ange, donc c'est un château qui date du 2e siècle, qui est très vieux. Le vrai nom de ce bâtiment en fait c'est le mausolée d'Adrien, l'empereur qu'on vous a parlé hier. Et là on se trouve sur le pont des Anges, donc un pont où il y a 5 statues d'anges de chaque côté. Pourquoi cet endroit s'appelle le pont des Anges? Parce qu'en fait avant le château appartenait au Vatican et il a été donné à l'armée italienne. Il me semble que c'est dans le 19e siècle. Et dernière particularité, sur le toit du château, on voit un ange, et en fait ce serait l'ange qu'aurait vu un des papes, donc le pape Grégoire
premier, il me semble. C'était au 6e siècle, après une grosse épidémie de peste, et donc le château a été renommé en Château Saint-Ange, et on peut voir maintenant la statue tout en haut. On est arrivé dans le lieu de Rome. Oui, le symbole, l'icône. Ouais. Le Colisée. Le Colisée. On va entrer pour voir à l'intérieur. Mais oui, on a hâte. Et voilà, on est à l'intérieur du Colisée. Une des 7 merveilles du monde. La première pour moi. Véritable symbole pour la ville de Rome. Il était impossible pour nous de ne pas visiter un tel monument. Il a été construit il y a plus de 2000 ans et il trône toujours ici fièrement avec son arène de presque 90 mètres de diamètre. Il est la trace parfaite de la démesure romaine et pouvait accueillir jusqu'à 50 000 personnes, ce qui laisse pensif. Juste, imaginez cette arène remplie d'une foule immense venue de toute la Rome antique pour assister au combat de gladiateurs. Alors là on se trouve juste en face de l'arène, donc c'est bien sûr l'attraction principale de ce lieu. Et donc c'est là où se passaient tous les combats des gladiateurs et toutes les shows entre guillemets de l'époque qui pouvaient se passer. On voit aussi tous les gradins, ou du moins ce qu'il en reste. Et la petite anecdote justement c'est sur les gladiateurs, on a cette image de combat violent à mort qu'il pouvait y avoir au niveau des gladiateurs. En fait ça arrivait jamais ce genre de choses. En fait c'était un peu plus comme du catch. C'est-à-dire que c'était des chorégraphies et les gladiateurs se battaient par binôme. Donc ils s'entraînaient ensemble, toujours les mêmes, et c'était jamais à mort. C'était plutôt une histoire de soumission de l'un qui battait l'autre. C'était un petit peu dangereux quand même, et très physique, mais c'était plutôt chorégraphié pour donner un show en fait très beau, pas comme un combat réel. Il y avait en effet des morts au niveau des esclaves, ce genre de choses, mais pas au niveau des gladiateurs, c'était très rare. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que les gladiateurs n'étaient pas du tout esclaves. À l'inverse même, ils gagnaient très bien leur vie pour l'époque. Plutôt même des gens qui étaient très bien vus. Donc à l'époque, ils faisaient bon vivre d'être gladiateurs, on peut dire. Sa place parmi les 7 merveilles du monde moderne est totalement justifiée. Nous ne sommes qu'un tout petit maillon de l'histoire, et on se demande souvent dans ce genre de lieu ce que les siècles futurs retiendront de notre époque. À quel point c'est pratique d'avoir un grand bouton qui dépasse. Ton cœur au pain qui dépasse. Quoi? Bah non, tu disais quoi? Ah mais je sais pas ce que c'est justement. Bon, mais je crois que personne sait ce que c'est. Tout le monde va le prendre en photo parce qu'il y a du monde. Mais moi je peux me renseigner. Oui. Oui, en fait juste à côté du Colisée, on avait plein de gens qui prenaient des photos. Et donc c'est l'arc de Constantini. D'accord. Qui fait 21 mètres de haut. Qui est composé de 3 arcs. Et décoré de personnages N7 de ma taille. Donc c'est juste un arc de triomphe comme on peut en trouver dans beaucoup d'endroits.
Le Forum romain et le Mont Palatin sont beaucoup plus étendus que ce que l'on aurait imaginé. Là, on est au Mont Palatino, qui était un endroit où il y avait énormément de palais d'empereurs romains. Et ici, du coup, c'était les jardins. Donc, on peut observer encore ce qui reste ici. En plein centre-ville, les chances de croiser un proche sont maigres, voire quasi nulles. Et pourtant, il y a des moments au voyage où vraiment le destin fait vraiment tellement bien les choses. On est donc en visite à Rome pendant nos jours off en volontariat. Et Wanda, une personne qui était avec nous en volontariat, a quitté le lieu de volontariat et on ne savait pas qu'elle partait ce jour-là, donc on n'avait pas pu lui dire au revoir parce que nous on était déjà partis à Rome. Et là, on est juste par hasard dans le Forum romain. Qui est gigantesque, soit dit en passant. Qui est gigantesque, ouais. On s'arrête juste 2 minutes, un peu la mine déconfite parce qu'on est fatigué vraiment. Et on voit quelqu'un arriver au loin avec un grand sourire. Et c'était Wanda. Et voilà, du coup on a pu lui dire au revoir et discuter un petit peu. C'est juste improbable. Et du coup on est vraiment super contents. Bah oui, le destin du voyage. Ouais. Parmi les nombreuses ruines se trouve le temple d'Antonin et Faustine. Il a été construit par Antonin le Pieux en hommage à sa bien-aimée Faustine, décédée en 141. 20 ans plus tard, lors de la mort de ce dernier, le temple sera dédié pour la seconde fois. Si ce temple est un exemple de conservation incroyable à travers les siècles, car toutes les colonnes sont encore bien présentes, c'est notamment grâce à sa transformation en église durant le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, la nef et la chapelle latérale qui ont été ajoutées sont encore visibles. Une belle trace des époques qui se sont succédées jusqu'à nous. Du coup, en se renseignant un petit peu, on a appris un truc assez surprenant. C'est que, par exemple, pour le cas du Colisée, pour ne citer que lui, il rapporte à peu près, juste avec les tickets d'entrée, 40 millions d'euros par an à l'État italien. Et en fait, il faut savoir que depuis un moment, en fait, les monuments italiens importants antiques sont de plus en plus délabrés. Donc depuis 5-10 ans, ils ont décidé du coup d'essayer de faire vraiment un effort pour tout remettre en état. Ouais. Sauf que l'État n'a pas voulu mettre d'argent dans ces rénovations-là. Et ouais. Donc c'est des entreprises privées qui s'occupent des rénovations de tous les... Enfin du coup de ceux qui sont en tout cas pour le moment en train d'être rénovés. Ouais, donc le Colisée par exemple. Oui, les Colisées par exemple. Depuis l'année dernière, ils ont commencé à refaire toute la façade parce qu'il y avait un petit bout qui était tombé. Et il n'y a pas un seul euro des 40 millions annuels que l'État italien reçoit avec le Colisée qui a été vers la rénovation. Donc c'est un peu un problème. C'est assez surprenant quand même quand on voit ce qu'apporte financièrement quand même ce côté touristique. Donc c'est assez surprenant que rien ne soit réinvesti et que ça vienne uniquement de fonds privés pour préserver un patrimoine qui est national en fait. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il y a 60% des monuments antiques classés à l'UNESCO qui viennent en fait d'Italie directement. Ouais, qui sont en Italie. Et qui sont en Italie. Donc il y a vraiment une énorme partie du patrimoine mondial antique qui est là en fait. Donc c'est hyper important de le préserver. Et c'est assez étonnant et inquiétant que ça repose que sur des fonds privés, on trouve. Pouvoir visiter Rome pendant notre voyage nous fait prendre conscience du côté intemporel de cette cité. Les civilisations se sont succédées dans ce lieu pendant presque 3000 ans. Chacune y ont laissé leurs traces.
des Étrusques aux Romains en passant par les États pontificaux. Même si Rome a connu des passages sombres, on sait qu'elle n'a pas fini de briller pour les années et siècles à venir.